ce qu'on faisait encore dans certains bistrots et qu'on fait plus. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en tant que musulman, donc français récent, en assimilant rapidement, en tout cas pour nos enfants et nos petits-enfants, les fondamentaux des traditions locales et ce qui fait les identités enracinées locales, en les absorbant, même celles qui semblent être désuètes, anciennes, démodées, eh bien, on accélère en vérité notre appartenance, donc on récupère notre passif, on comble notre passif du fait de notre essence, et en même temps, on a un rôle déterminant dans ce cas-là pour régénérer le patriotisme et aimer la France et dire vive la France, parce que finalement, un enfant d'immigré qui dit j'aime la France et qui est patriote, l'insulter de facho et de raciste, ça serait le comble. Donc je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, au nom de l'islam encore une fois, parce que l'islam, même si effectivement l'idéal islamique califal c'est d'unifier des nations qui ont adopté l'islam comme système de vie, ce qui est cohérent quelque part, c'est-à-dire que l'idéal islamique d'unifier les nations musulmanes au sein d'un même État fort et puissant, avec un islam qui transcenderait ces nations, mais qui préserve les altérités, c'est-à-dire que même dans ce que les identitaires reprochent à cet islam soi-disant conquérant, c'est-à-dire que même dans le modèle califal, supranational, etc., il est supranational sans destruction des nations, puisqu'il préserve l'intégralité des altérités, et c'est le cas historiquement. Et bien même dans cet islam soi-disant mondialiste, internationaliste, etc., les nations sont préservées. Et les nations, dans la vision musulmane, pour en revenir encore une fois à l'idée que c'est à nous de produire nos catégories d'analyse. Je ne veux pas que Besançon m'explique ce que je dois penser de la nation. C'est à moi de dire qu'est-ce que mes références légitimes, historiques, célestes me disent de la nation, les nations, les peuples, les tribus. C'est une volonté dans la création divine, il y a une diversité voulue. Cette diversité, elle se reflète dans les espèces végétales, dans les animaux. Et l'organisation de l'humanité qui provient, rappelons-le, d'un seul homme et d'une seule femme. Donc nous avons réellement un lien de fraternité humain avec le monde, mais pas une citoyenneté absurde, universelle, mais l'idée qu'on vienne tous du même homme et d'une même femme n'empêche pas non plus le fait que dans la théologie musulmane, la tradition musulmane, dans la volonté de création divine, Dieu a voulu une diversité des peuples, avec une finalité absolue qui est l'entreconnaissance. Et on ne peut pas s'entreconnaître entre peuples si on ne préserve pas nos différences. Et pour préserver ces différences, ça sous-entend un territoire, des frontières, une culture, des traditions, un enracinement. Donc l'islam, en tant que mode de vie, pour des populations minoritaires comme les nôtres, ne peut que aller dans le sens de préserver une nation avec son histoire, son enracinement, ses frontières, ses racines. Et donc, finalement, d'être patriote pour pouvoir préserver tout cela. Donc, pour moi, c'est complètement cohérent. C'est une conclusion après 20 ans de parcours associatif, après des années de questionnement. Mais j'en arrive aujourd'hui à cette conclusion. Et le pire dans tout ça, c'est que, comme le temps urge, on se doit d'imaginer les structures d'imaginer la structuration mécanique qui va permettre de faire descendre ces concepts purement théoriques vers du réel. C'est-à-dire à travers, quand je dis je m'occupe d'enfants et je fais du scoutisme, c'est parce que je crois que c'est une des voies qui nous permet de descendre ces éléments purement théoriques vers du pratique et du réel. Et moi je sais que les gamins que je gère au quotidien, et plusieurs fois par semaine, par mois, ils me le disent, quand ils entendent un nouveau mot en langue française, la première question qu'ils me posent, c'est de savoir est-ce que c'est du bon français ou est-ce que c'est du français médiocre. Et j'ai l'impression aujourd'hui, malheureusement, que le système éducatif scolaire français va vers l'inverse, c'est-à-dire promouvoir la médiocrité dans le vocabulaire, alors que nous devons, je pense, transmettre l'idée que la langue c'est un support, c'est une richesse et qu'il faut préserver l'érudition et le niveau de langue. Donc voilà pour la question du patriotisme qui n'est ni du fascisme, ni du nationalisme de l'entre-deux-guerres qui est exacerbé et qui pouvait mener au conflit, mais qui aujourd'hui a priori, le cadre national étant le cadre a priori le plus efficace pour préserver les identités, pour résister au mondialisme. Et en tant que musulman, je pense le cadre le plus favorable pour insérer définitivement l'islam dans les terres d'Europe et de France, parce qu'on ne peut pas être égoïste et considérer que cette foi, là ce qui est intéressant, c'est que dans ma démarche et dans mon discours, tout est clair, il n'y a rien qui est caché dans l'armoire. Tout est clair, c'est-à-dire que je dis que c'est la voie la plus cohérente pour que l'islam soit connu en tant que religieux. Comme c'est une spiritualité universelle, tout le monde y a droit.
au nom de quoi nous devrions conserver l'islam dans un carcan culturel et empêcher les Gaulois d'origine s'y intéresser. Les Français dits de souche ont droit aussi de s'intéresser à l'islam, de savoir ce que c'est réellement. Et c'est pas Patrick Poivre d'Arvor d'expliquer aux 20h ce qu'est l'islam. Pour la question de l'immigration, donc la question de l'immigration, c'est une question très sensible, comme vous le savez. C'est une question sur laquelle chacun est attendu au tournant. Le discours majoritaire veut que nous considérions que cette immigration est une fatalité qu'on ne peut pas discuter, qui est une nécessité économique absolue. Et moi-même étant le fruit de cette immigration, il est quand même assez contradictoire, assez difficile de pouvoir prendre une position qui est contraire à ce qu'on nous a appris. Parce que ce qu'on nous a appris finalement, c'est quoi? C'est qu'il y a une certaine histoire d'immigration en France, et je pense que la majorité des enfants de l'immigration, donc ceux qui ont vécu cet exil, donc nos pères et nous les descendants, deuxième, troisième, quatrième génération, mais majoritairement deuxième et troisième, puisque le quatrième il n'y en a pas autant que ça, je pense qu'on n'a pas conscience d'abord de ce qu'a été l'histoire de l'immigration. L'histoire de l'immigration, c'est d'abord une immense tragédie, et c'est une escroquerie monstrueuse. C'est une manipulation unique. Quand on étudie un peu comment elle a fonctionné, tout d'abord, il faut quand même rappeler que l'immigration, ça a d'abord été organisé par le patronat. C'est-à-dire qu'avant même que l'État français ne mette en place les structures d'organisation de l'immigration, de la main-d'œuvre, le système juridique qui l'accompagne, etc., déjà les patrons français, avant la Première Guerre mondiale et pendant l'entre-deux-guerres, avaient la possibilité d'organiser eux-mêmes l'arrivée massive d'ouvriers pour pouvoir compenser la main-d'œuvre manquante sur le sol national. Système classique des flux migratoires depuis toujours. Ensuite, ce qui est assez étrange, c'est que cette immigration, elle a fonctionné donc, notamment la plus importante l'après-guerre mondiale, l'après-seconde guerre mondiale, et elle a fonctionné globalement de façon massive, organisée par l'État, jusque, on va dire, le premier choc pétrolier, les années 73, et en même temps la guerre qui était liée à la guerre du Kippour. À ce moment-là, les décideurs politiques français, et ça c'est quelque chose que les jeunes issus de l'immigration ne connaissent mal ou ne connaissent pas du tout, et parfois même n'imaginent pas la réalité. À cet instant-là, plusieurs millions d'immigrés issus essentiellement du Maghreb et d'Afrique noire sont sur le sol national. Ils ont travaillé, et on oublie de dire une chose. Premièrement, ils ont effectivement amené parce qu'il y avait un manque de main-d'œuvre, mais aussi parce qu'ils permettaient d'appauvrir la puissance syndicale du Parti communiste, parce que l'histoire de l'immigration est aussi liée à l'histoire de l'après-guerre. L'histoire de l'après-guerre, c'est l'histoire d'un deal incroyable entre les gaullistes et les communistes. Bon, c'est une histoire très, très compliquée, mais au final, cette immigration a servi à deux choses. Elle a servi à faire fonctionner l'appareil productif français sans nécessairement développer le système machine-outil. C'est pour ça que les Allemands nous larguent, parce que c'était plus intéressant d'investir sur la main-d'œuvre que sur la machine-outil. Donc, utiliser la main-d'œuvre pour pouvoir faire fonctionner l'appareil productif français à moindre coût et réaliser une politique classique qu'on appelle le dumping social. Le dumping, c'est une procédure très simple, c'est je vends moins cher, je casse les prix pour pouvoir gagner le marché. En l'occurrence ici, le dumping social, c'est je fais travailler des gens qui demandent moins cher et qui sont moins exigeants et moins syndiqués et qui sont moins dans une culture de résistance professionnelle pour pouvoir moins payer les autochtones. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. On peut retrouver des vidéos où des gens comme le patron de Bouygues, quelqu'un qui dirige un groupe aujourd'hui mondialisé, etc., qui nous fait l'apologie du pauvre immigré qui doit ramener sa famille, etc., qui travaille bien. Et à l'époque, il disait, donc il y a des vidéos de l'Institut national de l'audiovisuel des années 70, au début des années 70, où il dit dans une émission de télé, qu'il a l'un des 80%, 85% de son personnel à l'époque était constitué d'immigrés. Cette histoire de l'immigration est d'abord économique, et si elle devait rester économique, comme on le dit, puisqu'aujourd'hui on dit par nécessité économique, il faut encore en ramener, on aurait dû, naturellement, en termes de décision politique logique, dire, puisque l'appareil productif est arrivé à ses limites de rémunération de cette main-d'œuvre, puisque nous sommes en crise, naturellement, le politique qui est un homme raisonné, qui prend des décisions non affectives, il aurait dû mettre fin au contrat de travail et renvoyer nos pères et nos grands-pères dans leur pays d'origine.